La mairie de Paris-Centre a-t-elle cédé sous la pression d'activistes LGBT ? Dimanche dernier, elle devait pourtant accueillir un colloque organisé par la Viso, colloque dédié aux nouveaux enjeux des parents, avec une table ronde sur la fabrique de l'enfant transgenre, autour du docteur Caroline Eliachev, pédopsychiatre, et de la psychanalyste Céline Masson. Pour en parler ce matin, nous retrouvons notre invité en studio, en direct, Ruben Rabinovitch, psychanalyste, co-auteur d'une note sur les concepts de woke et de cancel culture pour la fondation Jean Jaurès. Bonjour Ruben. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Eh bien, merci à vous d'être là avec nous. Alors, on parle de ce colloque, de cette conférence qui a été censurée. Le tort des intervenantes avoir publié en janvier dernier un livre intitulé donc La fabrique de l'enfant transgenre, où elle s'inquiétait d'une augmentation des cas d'enfants voulant changer de sexe et d'une contagion sociale influencée par les discours militants, des positions qui lui ont valu d'être accusée de transphobie, et notamment sur les réseaux sociaux, énormément. Alors, Ruben, c'est le symbole de quoi, selon vous, cette polémique ? Est-ce que le fait qu'on puisse annuler justement un colloque, une conférence avec des psychanalystes, ça vous choque ? Écoutez, le choc, c'est quelque chose qui se produit sous l'effet de la surprise, et on peut pas passer son temps à être surpris en permanence. Donc, Ouais. choqué, pas spécialement. En tant que psychanalyste, je sais pas, parce que je suis pas, comme je vous disais, délégué syndical de la psychanalyse. Par contre, on voit que ce qui est en train de se structurer dans ces mouvements-là, c'est une logique ami-ennemi. Et que les tenants de ces partis-là n'ont plus d'adversaires mais des ennemis. Et dans ces cas-là, si vous voulez, il n'y a pas beaucoup de mansuétude et de tolérance pour les ennemis idéologiques. Alors, l'Académie nationale de médecine, qu'on peut difficilement accuser de transphobie, alertait de son côté en février sur les questions de transidentité aussi. Un phénomène d'allure épidémique, selon l'Académie, pouvant être causé par une consultation exagérée des réseaux sociaux, une plus grande acceptabilité sociale, je cite, ou un exemple dans l'entourage. Est-ce que vous voyez, vous, justement, ce genre de cas dans votre cabinet ? Et si oui, quel est le profil de ces personnes ? On reçoit évidemment je reçois des enfants ou des adolescents qui se posent ce genre de questions. D'abord, ce que je voulais vous dire, c'est que ces questions-là, elles sont pas nouvelles pour les enfants et les adolescents, ni même pour les adultes d'ailleurs. Ouais. Je sais pas quels exemples je peux vous trouver, mais Baudelaire, il se teignait les ongles en vert. Yves Saint-Laurent, il mettait des costards à l'époque où il y avait que les hommes qui mettaient des costards aux femmes. Enfin, je veux dire, c'est pas ça qui manque, ces questions-là. Et puis, je connais pas un petit garçon qui se soit pas demandé ce que ce serait que d'être une petite fille qui ne se soit posé la même question et qui aime mettre des cravates. Ouais. Bon, après, il y a une différence entre vouloir se mettre du vernis à ongles et vouloir changer de sexe. Justement, c'était là où je voulais en venir. Ces questions-là, il n'y a pas d'homme qui ne se pose pas la question de savoir comment, ce que ce serait que d'être une femme, et une femme, ce que ce serait que d'être un homme. D'ailleurs, dans la Grèce antique, il y avait Tirésias, comme ça, qui racontait qu'il avait eu la chance, lui, d'être et une femme et un homme, qui racontait qu'ayant eu le plaisir sexuel et charnel des deux, les femmes éprouvaient 9 fois plus de plaisir, c'était comme ça qu'il disait, D'accord. que les hommes. Donc évidemment, on se pose ces questions-là. La difficulté, elle est, si vous voulez, de prendre ça au pied de la lettre. C'est plutôt cet enjeu-là. Et que ces questions-là, qui sont des questions importantes et qui permettent aux enfants de se constituer en petits garçons et en petites filles, ou en jeunes garçons et en jeunes femmes, elles sont prises de manière absolument littérale et de manière dans le réel du corps. Ouais, donc ce que vous nous dites, c'est qu'on ne doit pas automatiquement prendre au sérieux un enfant qui dit qu'il veut devenir une fille s'il est un garçon et un garçon s'il est une fille. Si, il faut les prendre très au sérieux, mais au sérieux dans leur questionnement, pas au sérieux dans leur changement de sexe. Ouais. C'est plutôt ça l'enjeu. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est surtout donc les enfants et le changement de sexe. Donc c'était le thème de la Viso, de cette conférence qui a été annulée par la mairie de Paris. La société est de plus en plus confrontée à ce thème-là, et souvent, c'est vrai, des parents sont désemparés face à ces enfants qui veulent profondément changer de sexe. On a vu le cas de cette petite Lily, notamment, qui est passée à la télévision, qui a seulement 8-9 ans et qui dit clairement qu'elle veut devenir un garçon. Donc, ce que vous nous dites, c'est que c'est pas un phénomène nouveau, mais comment les parents doivent réagir, justement, eux, face à cette détresse psychologique, peut-être, de leur enfant ? Alors, si vous me permettez de faire juste une incise, c'est tellement pas nouveau
si vous voulez, et encore une fois, pas seulement chez les enfants, c'est tellement pas nouveau que là, je faisais la Grèce antique, on va faire Chaim Vital, Isaac Luria et Charles Mopsic. Je veux dire, au XVIe siècle, les plus grands des kabbalistes, donc je veux dire, ils n'étaient pas spécialement gender studies, et disait déjà que quand Adam est chassé du jardin d'Éden, c'est une femme divorcée, qu'il y avait des femmes avec une âme masculine et des hommes avec une âme féminine, que par exemple, je crois que c'est, j'ai pas révisé mon Talmud Torah, mais que Ruth et Tamar avaient des âmes féminines et que pourtant elles étaient parvenues à enfanter avec Boaz et Judas. Donc c'est pas nouveau, ça. C'est pas nouveau. C'est déjà ok. C'est pas nouveau et c'est pas la trouvaille de Judith Butler à la fin du XXe siècle. Ça c'est la première chose. Alors maintenant, pour répondre à votre question plus directement. L'enjeu, encore une référence à la Grèce antique, mais les Grecs, ils appelaient les enfants les nouveaux venus du monde. Bon, ils les appelaient les nouveaux venus parce qu'ils entraient dans un monde qui était complètement nouveau pour eux et dans lequel ils devaient apprendre à prendre leur place. Et ils prenaient leur place grâce aux adultes. Et entre autres choses, les adultes, ils sont là évidemment pour donner des limites. Mais parce que donner des limites, c'est donner de la liberté. Et que, si vous voulez, on laisse périr les enfants et les adolescents dans l'infantile en ne mettant pas de limite à ça. Si vous voulez, ça fait flamber les angoisses et les questions que se posent les enfants plutôt que de venir apaiser quelque chose qui est que ton corps est le tien. Mais si un enfant se retrouve là face à ses parents et, je sais pas, fait une menace de tentative de suicide, si voilà, il ne change pas de sexe, qu'est-ce que peut faire un parent concrètement? Si aujourd'hui vous avez un parent face à vous qui est confronté à ce genre de cas, qu'est-ce que vous... Je me méfie comme de la peste de donner des conseils. Ça c'est vraiment pas mon truc. Mais parce que je pense que les parents savent toujours beaucoup mieux que qui que ce soit d'autre ce qui est bon pour leurs enfants. Mais des désarrois extrêmement profonds, voire des pensées suicidaires, malheureusement, ça fait partie de l'existence humaine. L'enjeu, il est de venir accompagner ça. Je veux dire, l'adolescence, c'est un moment de bouleversement psychique et physique absolument colossal. Donc évidemment qu'on se pose la question. Je veux dire, le corps se métabolise dans des tempêtes absolument terribles, et on est mal dans son corps à l'adolescence. Ça, je veux dire, j'ai pas besoin d'être psychanalyste pour vous le dire. Mais bon, certains vont jusqu'au bout, jusqu'à se faire faire une chirurgie pour changer de sexe. Alors justement, un parent aujourd'hui peut être condamné par refus que son enfant se fasse mutiler entre guillemets par la chirurgie et la prise d'hormones. C'est ce qui s'est passé notamment au Canada. L'opinion des enfants semble avoir plus d'importance finalement que celle des parents, ce qui n'était pas encore le cas il y a 40, 50 ans. Vous parlez même, vous, de prosternation extatique devant la jeunesse et de haine déchaînée contre toute figure d'autorité. Alors qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui fait qu'on a basculé aujourd'hui selon vous? Ça non plus, si vous voulez, c'est pas si nouveau que ça. Je veux dire par là que dans les années 20, Zweig racontait, dans les années 20, dans Confession d'un Européen, je crois, il racontait que on changeait la langue, que les hommes s'habillaient en femmes et que les femmes s'habillaient en hommes, que tout ce qui était considéré comme de la tradition était foulé aux pieds, que toutes les figures d'autorité universitaire étaient ravagées. Le problème, c'est, si vous voulez, de voir ce qui suit, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient siffler la fin de la partie. La difficulté, c'est que qui est venu siffler la fin de la partie dans les années 30, on sait. Je veux dire, c'est ça qui s'est produit. Alors, ce ne sera pas la même chose aujourd'hui, parce que c'est jamais la même chose. Mais qu'il y a un moment donné où quelqu'un va siffler la fin de la partie et il y a un risque qu'il le siffle dans un sifflet de sang.
Voilà. Moi, j'ai tendance à penser que ces problématiques-là, à la fois, elles sont extrêmement importantes, mais qu'elles sont déjà la fin de quelque chose. Je veux dire, c'est comme si vous voulez, vous savez, ces astres morts qui continuent à diffuser de la lumière. On croit que les astres sont toujours en train d'éclairer quelque chose, et pourtant ils sont déjà morts. Moi, je pense que ces phénomènes-là, le wokisme ou le queerisme ou les gender studies, c'est déjà la fin de quelque chose. Alors une dernière question, Ruben Rabinović, il nous reste malheureusement très peu de temps. On parle aujourd'hui beaucoup des binaires, non-binaires, il, elle, qui devient yel aujourd'hui. Afficher ces pronoms de genre se banalisent également dans les entreprises, dans les papiers d'identité, dans les universités. En Suisse, on parle même d'introduire un troisième sexe dans les textes juridiques, voire la suppression complète de l'enregistrement du sexe après déjà la suppression des mentions de père et de mère. Donc tout cela fait partie de la cancel culture, la culture woke, et le phénomène risque d'empirer. Alors pour conclure, est-ce que ça vous inquiète? Qu'est-ce que vous avez envie justement de dire? Qu'est-ce que ça vous inspire, toute cette situation aujourd'hui? C'est un peu ce que je vous disais. Je pense, ça va peut-être durer encore 50 ans et peut-être même un siècle. Mais je veux dire, je pense que c'est un moment qui aura un début et une fin. Je veux dire, les générations d'après se lèveront contre ce truc-là. Vous pensez que c'est éphémère? C'est un phénomène éphémère? Mais encore une fois, éphémère, ça peut être éphémère d'un siècle. Hein. Ouais. On est bien d'accord. Mais la vraie crainte, c'est qu'il y a un moment donné où il va y avoir un appel à un maître intraitable pour que quelqu'un vienne remettre de l'ordre là-dedans. Et la crainte, c'est que ce maître ne soit pas le bon. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Ruben Rabinović, pour toutes ces précisions, pour votre analyse de la situation. Je le rappelle, vous êtes psychanalyste et on peut retrouver votre cabinet dans le 20e arrondissement de Paris, je crois, si on souhaite en tout cas faire une consultation à vos côtés. C'est important de le dire. Pourquoi pas, Ruben? Eh bien, on vous retrouve. Je vous remercie de défendre ma boutique. On vous retrouve très bientôt sur Radio J, je l'espère. Merci et l'information continue. Tout de suite, c'est la chronique tourisme avec Laurent Ganassia.